Comment un système peut-il en arriver à rendre les êtres humains superflus? Et face à ça, quel est notre unique rempart contre la barbarie? Aujourd'hui, on plonge dans les avertissements incroyablement lucides de la philosophe Hannah Arendt. Ses analyses sur le totalitarisme, la vérité et le pouvoir de la pensée individuelle sont au valvoir d'une actualité brûlante. On commence fort avec cette citation. Pour Arendt, le mensonge en politique, ce n'est pas juste une erreur de parcours, une petite faiblesse. Non, c'est un outil. Un outil fondamental, utilisé de manière consciente, pas seulement par les tyrans, mais aussi par les hommes d'État les plus respectables. C'est le point de départ pour comprendre une idée assez vertigineuse, comment la réalité elle-même peut être déconstruite. Alors, voilà notre parcours pour aujourd'hui. D'abord, on va disséquer l'anatomie du mensonge. Ensuite, on verra comment il alimente une véritable machine à déshumaniser. Puis, on se demandera qui profite de ce règne des marionnettes. On explorera la seule défense possible, selon Arendt, la pensée. Et on terminera sur un avertissement crucial, le piège du moindre mal. Allez, première partie, ici le but n'est pas simplement de tromper les gens. L'objectif, il est bien plus radical, c'est de pulvériser la notion même de vérité. Alors pourquoi les mensonges sont-ils si efficaces? Arendt met le doigt sur une distraction capitale. Le mensonge, il a un avantage énorme. Il est conçu sur mesure. Il est plausible, il est logique, il nous raconte exactement l'histoire qu'on a envie d'entendre. La réalité, elle est chaotique, imprévisible, souvent il nous dérange. Forcément, le mensonge est bien plus confortable que la vérité. Et la conséquence de tout ça, elle est terrifiante. Le but final de la propagande, ce n'est pas tant de nous faire croire à un mensonge en particulier, c'est de nous épuiser. C'est de créer un cynisme tel que plus personne ne croit en rien. Et un peuple qui ne croit plus en rien, c'est un peuple qui est paralysé, qui est incapable de penser, de juger et donc d'agir. C'est un peuple qu'on peut manipuler comme on veut. Bon, maintenant qu'on a vu la méthode, passons à l'objectif. Cette destruction de la vérité, ce n'est pas une fin en soi. Elle sert un projet bien plus sombre, qui va bien au-delà du simple contrôle politique. C'est sans doute l'une des idées les plus glaçantes d'Arendt. Le totalitarisme, il ne cherche pas juste à opprimer les gens. Non, il cherche à créer un système où leur individualité, leur spontanéité, leur existence même n'ont plus aucune valeur. Ils deviennent superflus, interchangeables. Et comment on y arrive? Arendt décrit un processus en 3 étapes bien précises. D'abord, on isole les gens. On coupe les liens sociaux, familiaux, amicaux. Ensuite, la bureaucratie prend le dessus et transforme chaque personne en un simple numéro, un rouage dans une machine administrative géante. Et l'objectif final? Un monde de réflexes conditionnés, un monde de marionnettes. Alors, si on écrase l'individualité et la créativité, quel genre de personne réussit à grimper au sommet dans un système pareil? La réponse est aussi logique qu'inquiétante. La logique est implacable. Dans un régime qui exige une soumission aveugle, le talent, l'intelligence, la créativité, tout ça, ce sont des menaces. Pourquoi? Parce que ça implique une pensée indépendante. Alors on leur préfère des gens dont la seule et unique qualité, c'est une loyauté à toute épreuve, une loyauté qui est garantie par leur manque d'esprit critique. On assiste en fait à une inversion complète des valeurs. Là où une société libre valorise l'intelligence critique et la créativité, le système totalitaire, lui, les considère comme suspectes, dangereuses. La loyauté n'est plus une vertu réfléchie, c'est une soumission absolue, inconditionnelle. Après ce tableau bien sombre, Arendt nous offre quand même une porte de sortie, une défense puissante mais très exigeante contre cette machine à broyer l'humain. Ces 2 mots, ils sont la clé. Pour Arendt, c'est par l'action et par la parole qu'on se révèle comme des êtres uniques au monde. C'est l'expression même de notre liberté. Mais cette capacité à agir et à parler, elle puise sa source dans une activité encore plus fondamentale, plus intime. Voilà, on est au cœur du message d'Arendt. Penser, ce n'est pas un luxe d'intellectuel, c'est une nécessité vitale. C'est ce dialogue silencieux qu'on mène avec soi-même et qui nous permet de juger, de distinguer le bien du mal. Si on arrête cette activité intérieure, alors on s'ouvre à la possibilité d'agir en barbare, de devenir un simple exécutant sans conscience. Attention, penser, ça ne veut pas dire se couper du monde. C'est tout le contraire. C'est ce qui nous protège des slogans, des clichés, des idéologies toutes faites. C'est ce qui nous permet de voir la réalité pour ce qu'elle est. C'est ce qui maintient vivante notre capacité à créer, à innover. Bref, notre liberté. C'est la source de tout ce qui a de la valeur. Et pour finir, Arendt nous laisse avec un ultime avertissement. C'est peut-être le plus subtil et le plus pertinent pour nos démocraties aujourd'hui. C'est un piège redoutable. Face à des choix compliqués, on se justifie souvent en disant qu'on choisit le moindre mal. Ça a l'air pragmatique, non? Mais Arendt nous dit « Attention, en faisant ça, on oublie très très vite qu'on a quand même choisi le mal. On le banalise, on s'habitue. Et de compromis en compromis, on peut finir par accepter ce qui nous semblait inacceptable. » La question d'Arendt, elle traverse les décennies et elle nous est posée là, maintenant. Elle nous oblige à rester vigilants.
pas seulement face aux grandes menaces, mais aussi face à nos propres justifications, nos petits arrangements avec la morale. Penser, finalement, c'est aussi ne jamais oublier la nature profonde de nos choix.